Le coup de téléphone est arrivé le 10 novembre à 7h32, alors que j'étais en train de revoir la partition de la 5e symphonie de Mahler dans mon appartement surplombant Central Park. David, c'est papa. Bonjour. J'ai posé ma baguette en marquant ma place sur la partition. Qu'est-ce qu'il y a? À propos de Thanksgiving. Ton frère et moi avons discuté, et nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu t'en abstiennes cette année. Je me suis arrêtée. Quoi? La femme d'Ethan vient de conclure un projet immobilier de 200 millions de dollars à Brooklyn. C'est la plus grosse affaire de sa carrière. Elle emmène ses partenaires commerciaux à Thanksgiving. Ce sont des gens sérieux. Des PDG, des investisseurs, des commissaires à l'urbanisme. Il a fait une pause. Tu joues de la musique pour vivre? David. Ce n'est pas la même fuite. Nous ne voulons pas de conversation gênante sur les disparités de carrière. J'ai regardé la partition molaire sur mon pupitre. J'ai regardé le mur de mon bureau tapissé d'enregistrements, de récompenses, de programmes encadrés de concerts au Carnegie Hall, au Vienna Verein, au Royal Albert Hall, les 3 certificats de nomination au Grammy montés dans des cadres simples. Je dirige la musique, ai-je dit à voix basse. Il y a une différence. Diriger, jouer, peu importe. Le fait est que la femme d'Ethan est un acteur majeur de l'immobilier à New York. Vous êtes dans les arts. Ce sont juste des niveaux de réussite différents. Il soupire. Ne complique pas les choses. Nous ferons quelque chose plus tard, juste nous. Peut-être en décembre. Ethan connaît-il votre vocation? C'était son idée. Il ne veut pas que Vanessa se sente obligée de faire la conversation à quelqu'un qui n'est pas dans sa sphère professionnelle. Vanessa Chan, la femme de mon frère depuis 2 ans. Je l'ai rencontrée exactement 3 fois. À leur fiançailles, au mariage et à un dîner de famille il y a 6 mois où elle a passé tout le repas sur son téléphone à négocier une affaire immobilière. Chaque fois qu'Ethan m'a présenté, il a dit la même chose. Voici mon frère David. Il est musicien. Pas chef d'orchestre. Pas directeur musical de l'Orchestre symphonique de New York. Juste musicien. J'ai compris, ai-je dit. Profitez de votre action de grâce. Ne sois pas comme ça. J'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis resté assis à regarder la partition. La 5e de Mahler. L'une des œuvres les plus complexes et les plus dévastatrices sur le plan émotionnel du répertoire symphonique. Je la préparais depuis 3 mois pour notre série de concerts qui se déroulerait du 20 novembre au 8 décembre. L'Orchestre symphonique de New York. 96 musiciens sous ma direction. Un budget annuel de 47 millions de dollars. Une base d'abonnés de 12 000 personnes. Des tournées internationales à Berlin, Tokyo, Londres, Paris. Et mon père pensait que je jouais de la musique. Mon téléphone a sonné. Un message de mon frère Ethan. C'est papa t'a parlé de Thanksgiving. Désolé que ça se passe comme ça. Vanessa a travaillé très dur pour cette affaire. Elle ne peut pas se laisser distraire. Moi. Je comprends. Je n'ai pas élaboré. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas défendue. J'avais appris il y a des années que ma famille ne comprenait pas ce que je faisais. Lorsque j'ai été nommé chef d'orchestre adjoint de l'Orchestre symphonique de Boston à 26 ans, maman m'a demandé quand j'allais obtenir un véritable emploi avec des avantages sociaux. Lorsque j'ai été nommé directeur musical de l'Orchestre symphonique de New York à 32 ans, mon père m'a demandé si cela s'accompagnait d'un plan de retraite. La musique classique n'était pas une réalité pour eux. C'était un hobby qui était devenu une carrière, mais pas une carrière sérieuse. Pas comme le travail d'Ethan dans la finance, qu'ils comprenaient et dont ils pouvaient se vanter auprès de leurs amis. J'ai repris la partition de Mahler, mettant de côté les complications familiales. La symphonie exigeait toute mon attention. Le 20 novembre arriva. Le soir de notre cycle de Mollet. La salle de concert était comble. 2738 places. Tous remplis. Des abonnés, des critiques musicaux, des étudiants, des touristes qui avaient planifié leur voyage à New York en fonction de cette représentation. Je me tenais dans ma loge, ajustant ma cravate blanche dans le miroir. Le track d'avant-concert était toujours présent, quel que soit le nombre de fois où je l'avais fait. La conscience que 96 musiciens et près de 3000 spectateurs comptaient sur moi pour donner vie à la vision de Mahler. Mon assistante,
Grace Kim, a frappé et est entrée. La salle est pleine. Le critique du Times est là. Le critique du Times est là, ainsi que celui du Wall Street Journal. Elle sourit. Par ailleurs, votre frère a appelé la billetterie. Lui et sa femme veulent savoir s'il reste des billets. Je me suis retournée. Quoi? Ils ont essayé d'acheter des billets pour la représentation de ce soir. Le guichet leur a dit que tout le spectacle était complet, et ce depuis 6 semaines. Ont-ils laissé un message? Juste qu'ils étaient déçus. Qu'ils voulaient voir ce que vous faisiez. Grace hausse un sourcil. Je ne savais pas que tu avais un frère. Lui non plus, apparemment. À 20h, je suis montée sur scène. Le public a applaudi. Je me suis inclinée, je me suis tournée vers l'orchestre et j'ai levé ma baguette. Pendant les 82 minutes qui ont suivi, il n'y a eu que la musique. Le voyage de Together, de la marche funèbre à l'amour transcendant. L'orchestre répondait à chaque geste, à chaque changement subtil de tempo et de dynamique. Nous avions répété pendant des semaines et cela se voyait. C'est ce que nous avons fait. Ensemble. Nous avons donné vie à l'une des plus grandes réalisations artistiques de l'humanité. Les dernières notes s'estompent. C'est le silence. Puis le public s'est mis à applaudir. Ovation debout. Applaudissements. Je me suis inclinée, j'ai fait un geste à l'orchestre, j'ai reconnu les principes. C'était ma vie. C'était ce que mon père considérait comme de la simple musique. Les critiques ont été extraordinaires. Le Times a parlé d'une interprétation transcendante qui nous a rappelé pourquoi Malheur est important. Le journal a loué la précision et la profondeur émotionnelle de l'orchestre sous la direction nuancée de Sullivan. Le 23 novembre, 2 jours avant Thanksgiving, j'ai reçu un courriel du directeur du développement de l'orchestre. Il s'agit de Patricia Morgan, sujet. Développement intéressant. David. Je te préviens. Nous avons reçu cet après-midi un appel de Vanessa Chin du Chin Development Group. Elle demande une visite privée de la salle de concert et une rencontre avec vous. Elle a mentionné qu'elle était une donatrice potentielle importante. Son assistante nous a dit qu'elle avait des billets de saison au premier rang et qu'elle avait assisté à plusieurs de nos concerts. Dois-je prévoir quelque chose? Vanessa Chin. La femme de mon frère. Qui avait apparemment des billets de saison. Moi. Prévoyez-le pour le lundi 27 novembre à 14h. Je suis curieux. Elle n'arrête pas de dire que je suis un idiot et que je ne fais pas attention. Il avait l'air sincèrement confus. Vous vous êtes rencontrés quelque part? Elle vous connaît d'une manière ou d'une autre? Je l'ai rencontrée 3 fois. À tes fiançailles, à ton mariage, et à ce dîner en mai. C'est vrai. Alors quel est son problème? Tu devrais peut-être lui demander. J'ai essayé. Elle s'est enfermée dans son bureau et ne veut pas en sortir. Il fait une pause. Tu peux l'appeler? Arranger les choses. Non. David, allez. C'est ma femme. Je ne veux pas qu'elle m'en veuille pour Thanksgiving. Alors tu aurais dû y penser avant de me désinviter. J'ai gardé ma voix neutre. J'ai une répétition. Je dois y aller. David. J'ai raccroché. Le lundi 27 novembre est arrivé froid et gris. J'ai passé la matinée en répétition, travaillant avec l'orchestre sur la 4e symphonie de Brahms pour notre programme de décembre. À 13h45, je suis retournée à mon bureau pour préparer la visite de Vanessa. Patricia m'a rejoint devant ma porte. Elle est en avance. Elle est là depuis 13h30. Elle est dans la salle de conférence avec son associé. Partenaire d'affaires, Lorraine Rodriguez. Elle est directrice de l'exploitation du Chin Development Group. Patricia baisse la voix. David. Je me suis renseignée sur eux. Ils viennent de conclure un contrat de 200 millions de dollars pour un projet à usage mixte à Brooklyn. Ce sont des acteurs majeurs de l'immobilier new-yorkais. Si Vanessa devient donatrice, nous parlons d'un montant potentiel de 7 chiffres. J'ai acquiescé et me suis dirigée vers la salle de conférence. Vanessa se tenait debout, regardant les photos encadrées sur les murs. L'orchestre en tournée à Vienne. Une photo de moi dirigeant les proms à Londres, l'orchestre enregistrant notre cycle Beethoven nominé aux Grammy Awards. Elle s'est retournée lorsque je suis entrée.
Elle était toujours aussi élégante. Costume coûteux, cheveux parfaits, l'allure d'une personne habituée aux négociations de haut niveau. Maestro Sullivan, dit-elle. Merci de m'avoir consacré du temps. Maestro. Pas David. Ni mon mari. Le titre officiel. Bien sûr. Et vous devez être mademoiselle Rodriguez. Lorne Rodriguez s'est levée et m'a serré la main. Elle était plus jeune que Vanessa, la trentaine, avec des yeux vifs et une poignée de main ferme. Monsieur Sullivan, c'est un honneur. Nous sommes tous deux de grands fans de l'orchestre. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai pris le siège en face d'eux. Patricia m'a dit que vous vouliez discuter d'une donation? Vanessa et Lorne ont échangé un regard. Oui, nous le sommes. Mais d'abord, je dois aborder quelque chose de personnel. Vous êtes le frère d'Ethan. Je le suis. Le frère qu'il n'a pas invité à Thanksgiving parce que tu joues de la musique et que je suis promoteur immobilier. Je n'ai rien dit. Le frère qu'il m'a décrit au cours de nos 3 années de relation comme une sorte de vagabond qui ne s'est jamais vraiment installé dans une carrière et qui fait des trucs d'orchestre comme un hobby. Les yeux d'Ethan s'écarquillent. Elle m'a regardé. À regarder les photos sur les murs et à regarder Vanessa. J'ai des billets de saison, poursuit Vanessa. Au premier rang, au centre. J'assiste à l'Orchestre symphonique de New York depuis 5 ans. Je ne manque jamais une représentation. Elle a sorti de son sac un programme, celui de notre concert de malheur. Quand j'ai vu le nom du chef d'orchestre il y a 3 ans, David Sullivan, j'ai demandé à Ethan si c'était le même David Sullivan qui était son frère. Il m'a répondu que non, ce n'était pas possible. Son frère ne faisait que jouer dans des orchestres locaux pour arrondir ses fins de mois. La salle est très silencieuse. Je l'ai cru, dit Vanessa. Pourquoi ne le croirais-je pas? C'est mon mari. Quand il a parlé de son frère qu'il jouait de la musique, j'ai imaginé quelqu'un qui faisait des concerts de mariage. Donnait des leçons de piano et jouait peut-être dans des orchestres locaux. Pas le directeur musical d'un des meilleurs orchestres d'Amérique. Lorraine la regarde fixement. Vanessa, cela fait 2 ans que tu me traînes à ces concerts. Tu m'as fait écouter Mahler, Bruckner et Shostakovich. Tu m'as expliqué les motifs légers, la forme de la sonate et la différence entre les styles de direction baroque et romantique. JEC.ET Pendant tout ce temps, le chef d'orchestre était le frère de votre mari, apparemment. Lorraine s'est tournée vers moi. Ton frère est un idiot. Malgré tout, j'ai souri. J'apprends donc. Vanessa ne souriait pas. La semaine dernière, lors du dîner de Thanksgiving auquel tu n'as pas été invitée, Claire, mon associée, était présente. Elle m'a dit qu'elle avait assisté à un concert symphonique fantastique le week-end précédent. J'ai dit que j'avais assisté au même concert, la 5e symphonie de Mahler. Nous avons commencé à en parler. À dire à quel point le chef d'orchestre était brillant, à quel point le 4e mouvement m'avait fait pleurer. Elle a fait une pause. Ethan était assis juste là. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas mentionné que le chef d'orchestre était son frère. Et elle est restée assise pendant que Claire et moi discutions de votre interprétation de Malheur, de vos 3 nominations aux Grammy Awards, des tournées internationales. La voix de Vanessa est serrée par la colère. Et quand Claire est partie, j'ai demandé à Ethan pourquoi il n'avait pas parlé de vous. Et elle m'a répondu, pourquoi le ferais-je? Ce n'est pas comme si David faisait quelque chose d'important. C'est juste de la musique. Vanessa, ai-je dit calmement, tu n'as pas besoin de le faire. Si, j'en ai besoin. Parce que je suis rentrée chez moi et je me suis renseignée sur toi. Je me suis vraiment renseignée. Votre CV, vos enregistrements. Vous examinez la trajectoire de votre carrière. Vous avez étudié à Juilliard et à Curtis. Vous avez remporté le concours Bernstein de direction d'orchestre à 24 ans. Vous avez été invité à diriger l'Orchestre Philharmonique de Berlin, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, l'Orchestre Symphonique de Londres. Vous avez enregistré 12 albums. Vous êtes pressentie pour devenir directrice musicale à Chicago et à Los Angeles. Lorraine sortait son téléphone et faisait des recherches. Putain de merde, marmonne-t-elle en lisant. 3 nominations aux Grammy Awards. Vous avez dirigé la cérémonie du prix Nobel. Vous avez travaillé avec Yo-Yo Ma et René Fleming. Vanessa, c'est de la folie. Je sais.
Vanessa me regarde. Ton frère a passé 3 ans à me dire que son jeune frère est un musicien en difficulté qui ne peut pas garder un vrai travail. Pendant ce temps, vous êtes l'un des chefs d'orchestre les plus respectés au monde. Je ne dirai pas le monde. Le Financial Times vous a qualifié de chef d'orchestre le plus excitant de sa génération. Le Guardian a dit que votre cycle Beethoven était définitif. Vous avez fait la couverture du magazine Gramophone. Elle s'est penchée en avant. Comment se fait-il que votre propre frère ne le sache pas? Parce qu'il n'a jamais demandé. Parce que ma famille pense que la musique classique est un passe-temps agréable, pas une véritable carrière. Parce qu'ils ne peuvent pas se vanter de ce que je fais dans les cocktails. J'ai gardé la même voix. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer avec eux il y a des années. Alors vous les laissez penser que vous êtes un raté? Je les laisse penser ce qui les met à l'aise. J'ai une carrière dont je suis fière. J'ai des musiciens qui me font confiance. J'ai un public qui s'intéresse à la musique que nous faisons ensemble. Je n'ai pas besoin de la validation de ma famille. Mais tu le mérites, a dit Lorraine. Tu mérites que ton frère dise « Mon jeune frère est directeur musical de l'Orchestre symphonique de New York » au lieu de « Mon frère joue de la musique ». Mériter et recevoir sont deux choses différentes. Vanessa reste silencieuse pendant un long moment. Je le quitte. J'ai levé les yeux au ciel. Quoi? Je ne peux pas être mariée à quelqu'un qui ne voit pas clairement son propre frère, qui rejette vos réussites parce qu'elles ne correspondent pas à sa définition étroite du succès, qui est tellement menacé par votre talent qu'il fait comme si vous n'existiez pas sur le plan professionnel. Elle s'est levée. J'y pense depuis Thanksgiving. Depuis que j'ai réalisé que l'homme que j'ai épousé est soit volontairement ignorant, soit délibérément cruel. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose que je peux supporter. Vanessa, tu n'as pas à prendre cette décision à cause de moi. Ce n'est pas seulement toi. C'est ce que tu représentes. Si Ethan peut être aussi dédaigneux de la carrière extraordinaire de son propre frère, de quoi d'autre est-il dédaigneux? Mon travail. Mes réalisations. La valeur des autres. Il s'en tient aux motivations. Je ne comprends absolument pas que mon mari soit fondamentalement incapable de voir la valeur de ce qui n'est pas conventionnellement prestigieux. Laurence aussi. Nous devrions y aller. Mais David Mistra Sullivan, nous aimerions discuter d'une donation. En dehors de tout ce drame familial. L'orchestre mérite d'être soutenu. J'apprécie. À la porte, Vanessa se retourne. Pour ce que ça vaut. Votre mollet était extraordinaire. La façon dont vous avez fait ressortir la tension entre la marche funèbre et l'adagietto, l'architecture de toute la symphonie, c'était magistral. Je vous ai vu diriger 20 fois et vous vous améliorez à chaque représentation. Merci. Cela me touche beaucoup. Cela devrait aussi signifier beaucoup de la part de votre famille. Mais comme elle ne sait pas que votre public vous voit, nous apprécions ce que vous faites. Ils sont partis. Je suis restée seule dans la salle de conférence, réfléchissant à ce qui venait de se passer. La femme de mon frère, que j'avais rencontrée 3 fois et que je connaissais à peine, voyait mon travail plus clairement que ma propre famille. Et elle le quittait à cause de cela. Ce soir-là, Ethan a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Finalement, un texto est arrivé. Ethan, Vanessa a déménagé. Elle dit que nous allons divorcer. Elle ne veut pas me dire pourquoi. Tu lui as dit quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé à cette réunion? J'ai regardé le texte pendant un long moment. Puis je l'ai appelé. David, Dieu merci. Que as-tu dit à Vanessa? Rien sur votre mariage. Nous avons discuté d'un don potentiel à l'orchestre. Un don? Pourquoi ferait-elle un don à votre orchestre? Parce qu'elle a des billets de saison. Au premier rang. Elle assiste à nos concerts depuis 5 ans. Silence. Ethan. Ce n'est pas possible. Elle va à la symphonie, oui, mais elle n'a jamais parlé de vous. Pourquoi le ferait-elle? Vous lui avez dit que je n'étais pas le chef d'orchestre. Vous lui avez dit que David Sullivan, le chef d'orchestre, était une personne différente. Et elle s'est arrêtée. Je ne pensais pas que c'était vous. Sullivan n'est pas un nom si rare. Tu as vérifié? M'avez-vous déjà cherché sur Google? Regardez le site internet de l'orchestre.
Demandez-moi directement. Pourquoi le ferais-je? Vous avez dit que vous travaillez avec des orchestres. J'ai supposé que vous vouliez dire en tant que musicien. Violon ou quelque chose comme ça. Je dirige des orchestres, Ethan. Je suis chef d'orchestre depuis 12 ans. Directeur de l'Orchestre symphonique de New York depuis 6 ans. Avant cela, j'étais assistant chef d'orchestre à Boston. Directeur. C'est comme, quel manager. Jerry, mais il n'y avait pas d'humour. Cela signifie que je suis le directeur artistique d'un grand orchestre symphonique. Je choisis le répertoire, j'engage les musiciens, je dirige tous les grands concerts, je représente l'orchestre au niveau international. C'est l'un des postes de direction d'orchestre les plus prestigieux d'Amérique. Mais vous n'avez que 38 ans. Comment pouvez-vous diriger tout un orchestre? Parce que je suis bon dans ce que je fais. Mais parce que j'ai étudié pendant 20 ans. Parce que j'ai consacré toute ma vie d'adulte à ce travail. Nouveau silence. L'associé de Vanessa a dit quelque chose lors de la réunion. Ethan a dit lentement. Elle a dit que j'étais un idiot de ne pas savoir. C'est pour ça que Vanessa est partie? Parce que je ne savais pas pour votre travail. Elle est partie à cause de ce que votre ignorance représente. Votre incapacité à voir de la valeur dans tout ce qui ne correspond pas à votre définition du succès. Ce n'est pas juste. J'apprécie la musique. J'écoute de la musique tout le temps. Vous consommez de la musique. Vous n'accordez aucune valeur aux personnes qui la créent. Vous ne considérez pas leur travail comme réel ou important. J'ai fait une pause. Tu as dit à papa de ne pas m'inviter à Thanksgiving parce que l'affaire immobilière de Vanessa était plus importante que ce que je fais. Tu n'as même pas envisagé que ce que je fais puisse avoir de l'importance. L'immobilier est tangible. Tout est argent. Emploi créé. C'est juste du divertissement. C'est de la culture. C'est l'histoire. C'est l'émotion humaine distillée dans le son. C'est Beethoven écrivant sa 9e symphonie alors qu'il était complètement sourd parce qu'il avait quelque chose à dire sur la fraternité humaine. C'est Shostakovich codant la résistance à Staline dans ses symphonies. Malheur transformant une tragédie personnelle en un art transcendant. Et ma voix s'est légèrement élevée. Ce que je fais est important. Ethan. C'est important pour les 3000 personnes qui viennent à nos concerts. C'est important pour les étudiants qui trouvent un sens à la musique. Cela compte pour les compositeurs dont nous préservons et interprétons les œuvres. Ce n'est pas parce que vous ne la comprenez pas qu'elle a moins de valeur. Je n'ai jamais dit que ça n'avait pas de valeur. Vous l'avez dit constamment. Chaque fois que tu m'as présenté comme un musicien au lieu de m'appeler par mon vrai titre. Chaque fois que tu as changé de sujet quand je parlais de travail. Chaque fois que tu as rejeté ma carrière comme étant moins importante que la tienne. Chaque fois. Je l'ai entendu respirer à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que je dois faire, a-t-il finalement demandé. Comment je peux arranger ça? Je ne sais pas si tu peux. Pas avec Vanessa. Pas avec moi. Il ne s'agit pas d'une conversation ou d'une excuse. C'est une question de respect fondamental. Soit tu respectes ce que je fais. Soit tu ne le respectes pas. Je veux comprendre. Alors venez à un concert. Asseyez-vous dans le public. Écoutez. Essaie de comprendre ce que nous créons. Les représentations sont complètes. J'ai essayé d'obtenir des billets. Je vous laisse 2 billets, on vous appellera. Jeudi soir, 7 décembre. 4e symphonie de Brahms. J'ai fait une pause. Venez seul ou amenez quelqu'un, ça m'est égal. Mais si vous venez, c'est pour écouter. Pas pour cocher une case, pas pour dire que vous avez essayé, mais pour vous engager réellement dans la musique. D'accord, dit-il à voix basse. Je serai là. Le 7 décembre arrive. La salle de concert est à nouveau pleine. Notre base d'abonnés plus les billets individuels supplémentaires que nous avions libérés. J'avais laissé 2 billets au nom d'Ethan. Je ne savais pas s'il viendrait vraiment. Je me tenais dans les coulisses, attendant mon entrée. Grace m'a trouvé. Ton frère est là. Rangée F. Centre. Il a amené ton père. Mon estomac s'est serré. Papa est là. Apparemment Ethan l'a appelé. Il a dit qu'il avait besoin de voir ce que tu faisais. J'ai regardé par l'entrebâillement du rideau. Ils étaient là, Ethan en costume, l'air mal à l'aise, et papa à côté de lui,
lisant le programme avec une expression confuse. Tu vas bien? A demandé Grace. Oui. Cela ne change rien. La musique est la musique, peu importe qui la regarde. C'est l'esprit. À 20h, je suis montée sur scène. Je n'ai pas regardé le public pendant mon salut. Je me suis tournée vers l'orchestre, j'ai levé ma baguette et nous avons commencé. La 4e symphonie de Brahms. L'une des plus grandes symphonies jamais écrites. Tragique, noble, intellectuellement rigoureuse. Le final est une passacaille, une forme de variation sur une ligne de base répétitive, qui se développe avec une logique inexorable jusqu'à une conclusion dévastatrice. Nous l'avions répété pendant des semaines. L'orchestre était magnifique. Chaque phrase était modelée, chaque dynamique calibrée, chaque lien structurel clair. C'est pour cela que je faisais ce travail. Ces moments où 96 musiciens et un chef d'orchestre fusionnent en un seul instrument, où la vision de Brahms de 1885 prend vie en 2024. Les derniers accords, le silence, puis des applaudissements plus forts et plus longs que d'habitude. Une ovation debout. Je me suis inclinée, j'ai salué l'orchestre, je me suis inclinée à nouveau. Et pour la première fois de ma carrière, j'ai regardé directement ma famille dans le public. Ethan était debout, en train d'applaudir. Son visage était en pleurs. Papa restait assis, l'air abasourdi. Après le concert, après la réception avec les donateurs et les membres du conseil d'administration, j'ai trouvé Ethan et papa qui m'attendaient devant ma loge. C'est papa qui a pris la parole en premier. David, je n'en avais aucune idée. Je n'ai jamais rien entendu de tel. C'est du Brahms. Une des plus grandes symphonies. Non, je veux dire oui, mais aussi te regarder là-haut. La façon dont l'orchestre vous répondait. La façon dont vous avez façonné la musique. C'est tout à fait autre chose. C'est de la direction d'orchestre, dis-je simplement. Ethan s'est avancé. Je peux te parler? En privé. Papa a acquiescé et s'est dirigé vers le couloir. Ethan et moi nous sommes retrouvés dans les coulisses, entourés de caisses d'instruments et de pupitres. Je n'ai pas compris, dit Ethan. Je pensais avoir compris, mais je n'ai pas compris. Assis dans ce public, je vous regarde travailler, j'entends ce que vous créez. David. Je n'ai jamais ressenti cela en écoutant de la musique. Je n'ai jamais rien ressenti de tel avec quoi que ce soit. C'est Brahms. Et 96 excellents musiciens. C'est toi aussi. La façon dont vous avez rassemblé tout cela. Et la façon dont vous avez communiqué avec vos mains et votre corps. La façon dont ils t'ont regardé et t'ont fait confiance. Il s'essuie les yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé d'avoir ignoré ça. De ne pas voir ce que tu fais. D'avoir été menacé par ça au lieu d'en être fier. Pourquoi t'es-tu senti menacé? Il a réfléchi. Parce que tu es brillante dans un domaine que je ne comprends pas. Parce que tu as ce don, ce talent. Cette carrière qui est complètement en dehors de mon cadre de référence. Parce qu'il est plus facile de l'ignorer que d'admettre que mon petit frère m'a surpassé d'une manière que je ne peux même pas mesurer. Je ne t'ai pas surpassé. Nous avons juste choisi des chemins différents. Mais ton chemin est plus important. Ce que tu fais ce soir restera à jamais gravé dans les mémoires. Les gens écouteront vos enregistrements dans 50 ans. Le travail que je fais, les fusions et acquisitions, le conseil financier, c'est important pour mes clients, mais ce n'est pas important pour le monde. Il a ri amèrement. Vanessa l'a vu. Elle a compris que j'étais si peu sûre de mon propre travail que je devais diminuer le vôtre. C'est pourquoi elle est partie. Tu lui as parlé? Elle a accepté de prendre un café la semaine prochaine. Elle a dit qu'elle avait besoin de comprendre si j'étais capable de changer ou seulement de culpabiliser. Et elle m'a regardé. Suis-je capable de changer? Je ne sais pas. Ça dépend de toi. Papa est revenu. David, je peux vous inviter tous les deux à dîner? Je veux entendre parler de ton travail. Vraiment en entendre parler. Je veux comprendre ce que j'ai manqué. Il a failli dire non. Il a failli leur dire que j'avais des projets, qu'il était trop tard, qu'un concert n'effaçait pas des années de rejet. Mais en les regardant, Ethan avec son visage baigné de larmes, papa avec sa confusion sincère et sa compréhension naissante,
J'ai vu la possibilité de quelque chose de toi. Pas la relation que nous avions eue, basée sur le fait qu'ils ne me voyaient pas, mais quelque chose construit sur le fait qu'ils essayaient réellement de comprendre. J'ai dit, dîner. On dîne. Mais c'est moi qui choisis l'endroit. Nous sommes allés dans un restaurant italien tranquille près du Lincoln Center. Autour de pâtes et de vin, je leur ai parlé de ma carrière. Pas seulement les moments forts, mais tout le parcours. Je leur ai parlé de mes études de direction d'orchestre à Juilliard, des années où j'ai occupé des postes d'assistant à la direction d'orchestre, où j'ai appris le répertoire et le métier. Je leur ai parlé de ma victoire au concours Bernstein, de la première fois où j'ai dirigé un orchestre professionnel et où j'ai senti que tout se mettait en place. Je leur ai parlé de ma nomination à Boston, des 5 années passées à apprendre à diriger un orchestre, à programmer des saisons, à travailler avec des solistes et des artistes invités. Je leur ai parlé du moment terrifiant où New York m'a proposé le poste de directeur musical. Je leur ai parlé des enregistrements, des tournées, des nominations au Grammy qui n'avaient pas été remportées mais qui avaient tout de même signifié. Je leur ai parlé de ma participation à la cérémonie de remise du prix Nobel. De mon travail avec des musiciens légendaires qui étaient devenus des amis et des collaborateurs. Papa écoute attentivement. Lorsque vous avez été nommé à New York, quel âge aviez-vous? 32 ans. Et c'est jeune pour ce poste? Très jeune. La plupart des directeurs musicaux ont entre 50 et 60 ans lorsqu'ils obtiennent un poste important. J'ai eu de la chance et j'ai travaillé très dur. J'aurais aimé le savoir, dit papa à voix basse. J'aurais aimé être là, célébrer avec toi, être fier de toi à ce moment-là, pas seulement maintenant. Tu peux être fier maintenant, ai-je dit. Si tu veux vraiment comprendre ce que je fais. C'est le cas. Dieu David, en vous regardant ce soir, j'ai eu l'impression de voir un maître artisan. La précision, l'émotion, l'intelligence derrière chaque geste. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ethan était resté silencieux. Maintenant? Il parlait. Vanessa le savait. Elle assiste à vos concerts depuis 5 ans. Elle a essayé de me le dire à sa manière. Elle rentrait chez elle après les représentations en disant à quel point le chef d'orchestre était brillant, à quel point la musique était émouvante. Et moi, je n'écoutais pas. Je n'ai pas fait le lien avec toi. Parce que vous aviez décidé que je n'avais pas de succès, ai-je dit. Tu avais créé un récit dans lequel tu étais le frère accompli et moi le vagabond artistique. Tout ce qui contredisait ce récit, tu l'ignorais. Oui, a-t-il admis. Et je suis désolé. Mais David, je veux changer cela. Je veux vraiment te voir. Alors tu dois faire le travail. Viens à plus de concerts. Renseigne-toi sur la musique. Pose-moi des questions. Ne te contente pas de te sentir coupable. Participer réellement à ma vie. Je le ferai. Je le promets. Papa pose son verre de vin. J'ai un aveu à vous faire. Ta mère et moi avons cessé d'assister à tes premières représentations parce que nous ne comprenions pas ce que nous entendions. La musique classique nous paraissait intimidante, voire ennuyeuse. Nous ne savions pas comment l'apprécier. Alors nous avons juste arrêté d'y aller. Vous auriez pu me demander. Je t'aurais aidé à comprendre. Je sais. Mais il était plus facile de l'ignorer que d'admettre son ignorance. Plus facile de prétendre que votre travail n'avait pas d'importance que de faire le travail d'apprendre pourquoi il en avait. Il fait une pause. C'est inexcusable. Tu méritais mieux de notre part. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du restaurant. Nous avons parlé de musique, de mes prochains concerts, de l'intérêt du Los Angeles Philharmonic à m'offrir le poste de directeur musical. Du contrat d'enregistrement que nous venions de signer pour un cycle Beethoven. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, ma famille m'a écouté. Vraiment écouté. 2 semaines plus tard, Vanessa m'a appelé. David, c'est Vanessa. Tu as une minute? Bien sûr. Ethan m'a dit que vous aviez dîné avec lui et votre père. Que tu as parlé de ton travail? Qu'ils t'ont écouté. C'est vrai. Quant à savoir si c'est enfin le cas, c'est une autre question. Juste. Elle marqua une pause. Je voulais te dire qu'Ethan et moi allons essayer de consulter un psychologue. Je ne reviendrai pas à la maison et je ne promets rien, mais nous allons voir s'il est capable d'un vrai changement.
De voir les gens clairement, y compris toi. C'est bien. Je crois. C'est vrai. Mais David, je voulais aussi m'excuser. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Quand j'ai réalisé que tu étais le chef d'orchestre, j'aurais dû le dire immédiatement à Ethan. Au lieu de ça, j'ai laissé couler parce que ça me semblait plus facile que de le confronter à ses angles morts. Tu ne me devais pas ça. Peut-être pas. Mais je me dois d'être avec quelqu'un qui voit le monde clairement, qui apprécie les réalisations des gens. Et pas seulement celles qui correspondent à ses idées préconçues. Elle rit doucement. Je me dois vraiment d'être avec quelqu'un qui sait que son propre frère est l'un des meilleurs chefs d'orchestre d'Amérique. Je ne dirais pas le meilleur. La Philharmonie de Berlin n'invite pas n'importe qui à diriger. Vienne non plus. Vous avez gagné votre réputation. Votre famille devrait le savoir. Ils apprennent. C'est bien. Parce que vous le méritez. Elle a fait une pause. Lorraine et moi sommes très sérieux au sujet de la donation, d'ailleurs. Nous pensons à 2 millions de dollars sur 5 ans. Pour vos programmes éducatifs et le fonds d'enregistrement. Je suis restée silencieuse pendant un moment. 2 millions de dollars, c'est de l'argent qui transforme l'orchestre. C'est incroyablement généreux. C'est un investissement dans ce qui compte. Et David, merci. Pourquoi ? Pour avoir été suffisamment bon dans ce que vous faites pour que même un promoteur immobilier qui ne connaissait rien à la musique classique en devienne obsédé. Vous avez changé ma façon d'entendre la musique, de la comprendre et d'en tirer profit. Cela vaut la peine d'être soutenu. Noël est arrivé. Pour la première fois depuis des années, je suis allée chez mes parents pour les fêtes. Ethan était là, hésitant et essayant. Maman avait écouté tous nos enregistrements et avait des questions sur certaines interprétations. C'était gênant. Ils n'ont pas soudainement tout compris de mon travail. Ils posaient encore des questions de base, se demandaient toujours pourquoi certains morceaux étaient importants ou ce qui rendait une interprétation meilleure qu'une autre. Mais ils essayaient. Et c'était nouveau. Et la veille de Noël. Ethan m'a pris à part. Vanessa pourrait revenir. La conseillère dit que nous faisons des progrès. Elle dit que j'apprends à voir au-delà de ma définition étroite du succès. C'est bien. C'est grâce à toi. Parce qu'en me confrontant à mon incapacité à te voir, j'ai réalisé combien d'autres choses je ne voyais pas. Combien de personnes je rejetais. Combien de réussites je diminuais parce qu'elles ne correspondaient pas à mon modèle. Je suis heureux qu'il en soit ressorti quelque chose de bon. David, j'ai une question à te poser. Tes concerts, je peux continuer à venir ? Même si ça ne marche pas avec Vanessa, est-ce que je peux devenir quelqu'un qui comprend ce que tu fais ? J'y ai pensé. À des années de famille qui ne me voyaient pas, qui n'appréciaient pas mon travail, qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais choisi cette voie. Et à Ethan, assis dans cette salle de concert, pleurant pendant Brahms, voyant enfin ce que je faisais depuis le début. J'ai dit. Oui. Venez au concert. Apprenez la musique. Posez des questions. Je t'aiderai à comprendre. Merci. Il fait une pause. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis très fière de ce que tu as construit, de ce que tu as accompli. Tu es remarquable. C'est ce que je voulais entendre depuis des années. Mais en l'entendant maintenant, après tout, je me suis sentie différente. Pas exactement creux, mais incomplet. Comme si on me félicitait pour une performance alors que le public était déjà parti. J'ai dit, merci. Ça veut dire quelque chose. Mais pas assez, a-t-il fait remarquer. Pas encore. Mais peut-être un jour. Le mois de mars a apporté l'annonce que j'attendais. L'Orchestre Philharmonique de Los Angeles m'offrait le poste de directeur musical. 5 ans avec une option de prolongation. L'un des plus grands orchestres du monde. Cela signifiait quitter New York. Quitter l'orchestre que j'avais créé. Les musiciens avec lesquels j'avais travaillé pendant 6 ans, la ville que je considérais comme ma maison. Mais cela signifiait aussi grandir, relever de nouveaux défis, franchir une nouvelle étape dans ma carrière. J'ai convoqué un dîner de famille pour annoncer la nouvelle. Los Angeles ? M'a dit ma mère. Mais tu viens de t'installer à New York. Je suis à New York depuis 6 ans. C'est la prochaine étape naturelle. Papa regarde son téléphone. Je regarde le site de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. C'est un poste important.
L'un des 5 orchestres les plus prestigieux d'Amérique, ai-je confirmé. Ethan a posé sa fourchette. Tu vas dire oui. Oui. Quand commencez-vous? La saison prochaine. Septembre 2025. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis papa a levé son verre. À David. À sa remarquable carrière. À son succès continu à Los Angeles. À David. Maman et Ethan ont fait écho. J'ai bu. Ressentant l'étrangeté de ce moment. Ma famille célébrait ma réussite, la voyait clairement, comprenait ce qu'elle signifiait. Il avait fallu 38 ans, des fiançailles rompues et une rencontre fortuite dans une salle de concert. Mais il regardait enfin. Mon dernier concert en tant que directeur musical de l'Orchestre symphonique de New York a eu lieu le 15 août 2025. Nous avons interprété la 9e de Beethoven, la symphonie qui traite de la fraternité humaine, de la joie qui traverse la lutte, de la transcendance. La salle était comble. Chaque siège était occupé par des personnes qui se tenaient debout à l'arrière. Des habitués qui soutiennent l'orchestre depuis des années. Des familles, des critiques, des étudiants, au 4e rang, au centre, mes parents Ethan et Vanessa, qui s'étaient réconciliés avec Ethan après 10 mois de thérapie. J'ai dirigé la 9e pièce comme si je ne l'avais plus jamais fait, car dans cette salle et avec cet orchestre, je ne le ferai pas. C'était notre adieu. Le dernier mouvement, l'ode à la joie, le chœur debout, les solistes, l'orchestre au complet jusqu'à ce final transcendant. Toute l'humanité unie dans le chant. À la fin, le public s'est immédiatement levé. Des fleurs sont apparues de quelque part. L'orchestre s'est levé pour m'applaudir. Je me suis incliné devant eux. Ces musiciens qui m'avaient fait confiance, qui avaient tout donné à la musique. J'ai regardé ma famille. Ils pleuraient tous les 4. Ethan m'a dit, je suis fier de toi. Cette fois, ce n'était pas creux. C'était mérité. Non pas parce que j'avais finalement réussi suffisamment pour qu'ils le remarquent, mais parce qu'ils avaient fait le travail nécessaire pour comprendre ce que la réussite signifiait dans mon monde. Los Angeles m'a accueilli avec le soleil et le défi de l'un des plus grands orchestres du monde. Le travail était exaltant, épuisant. Exactement ce dont j'avais besoin. Ethan et Vanessa ont pris l'avion pour assister à mon concert inaugural. Mes parents aussi. Ils étaient assis dans le public du Walt Disney Concert Hall, m'écoutant diriger la 2e symphonie de Mahler, la symphonie de la résurrection. Après le concert, lors de la réception, un membre du conseil d'administration s'est approché de mon père. Monsieur Sullivan, vous devez être très fier. Votre fils est extraordinaire. Je suis fier, a répondu mon père. Et je suis reconnaissant d'avoir enfin compris pourquoi je devais l'être. Plus tard, sur la terrasse qui domine le centre-ville, Ethan m'a trouvé. Tu sais ce que Vanessa a dit pendant le concert? Quoi? Elle a dit que c'est ce que tu faisais pendant toutes ces années où nous n'y avons pas prêté attention. Ce niveau artistique, cette importance. Et nous l'avons juste manqué. Vous le voyez maintenant, ai-je dit. Oui. Enfin. Il a regardé les lumières de la ville. J'aurais aimé le voir plus tôt. J'aurais aimé être là pour tout ça. On ne peut pas changer le passé, mais on est là maintenant. C'est ce qui compte. Est-ce suffisant? Le fait que je sois là maintenant. J'y ai réfléchi. À des années d'invisibilité, à des dîners de famille où mon travail était ignoré, à des réussites qui n'étaient pas reconnues. A eu fait que je n'ai pas été invité à Thanksgiving parce que je jouais de la musique. Et à propos d'Ethan qui a suivi des séances de conseil en lisant des articles sur la musique classique, en assistant à des concerts, en faisant le travail nécessaire pour comprendre. C'est un début, ai-je dit. Et les débuts sont importants. Nous étions là, mon frère et moi, à regarder la ville où j'allais entamer le prochain chapitre de ma carrière. Le chapitre où ma famille le verrait, le comprendrait, l'apprécierait. Non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils avaient choisi d'apprendre. Et ça, finalement, c'était suffisant.
like a truck. I underestimated the brain melter, and you should never underestimate the brain